une des leçons du 7 octobre, c'est de comprendre que les accords, n'importe quel accord qui peut être signé avec ce genre d'organisation, n'est qu'une pause tactique qui est considérée par nos ennemis comme une pause qui leur permet de se réarmer et qui leur permet d'inventer une nouvelle façon d'aller au bout de leur projet, c'est-à-dire d'éradiquer le peuple juif. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors vous commentez avec nous régulièrement l'actualité, vous êtes membre du Likoud, il faut le souligner, à l'approche des élections, c'est légitime de le mentionner. Mais avec vous, je voudrais d'abord avoir votre appréciation sur ce qui se passe dans le Nord et qui, même sur le plan politique, met Binyamin Netanyahou dans une situation, on va dire, assez inconfortable. Il est prisonnier, il semble être prisonnier, on va dire, des règles très, très sévères imposées par Donald Trump. Israël apparemment ne peut pas bombarder par exemple Beyrouth et peut bombarder, on va dire, d'une manière limitée le Hezbollah au-delà du Litani. Quel regard vous portez sur cette situation qui est complexe et sur, on va dire, le piège dans lequel Binyamin Netanyahou semble être tombé? Bah alors, je pense qu'il faut d'abord analyser ce qui se passe sur le terrain. Sur les derniers jours, les forces de Tsahal, l'infanterie de Tsahal a dépassé le Litani. Hier, la censure a permis de partager l'information selon laquelle nos soldats seraient au niveau du Bouffort, c'est-à-dire on est bien au-delà du Litani. Et bon, on va pas tout développer, mais on élargit en fait notre présence sur le Sud-Liban et on a demandé à ce qu'une ville de 124 000 habitants soit vidée pour opération à suivre. C'est-à-dire que l'opération au Sud-Liban suit son cours. L'opération au Sud-Liban, effectivement, s'étale dans le sens où, comme vous l'avez dit, il y a cette volonté iranienne de lier le Liban au conflit et à l'accord négocié entre les États-Unis et l'Iran. Et il y a cette volonté d'Israël, justement, d'éviter ce qu'on appelle l'union des fronts. L'union des fronts, c'est bien évidemment le grand rêve de Ali Khamenei, c'est bien évidemment le grand projet de Ali Khamenei qui a bien failli, si ce n'était si noir le 7 octobre, qui s'est lancé tout seul, qui avait la possibilité, la capacité, en tout cas le projet, de détruire l'État d'Israël. Donc le front du Liban nous fait mal à la tête, notamment à cause de ces fameux Drone. drones qui viennent frapper nos soldats. Mais je vais me permettre encore une phrase pour dire, il y a à peu près 20-25 ans, lorsqu'il y avait une zone de sécurité au sud Liban, eh bien, ce qui se passait, c'est que malheureusement, de temps à autre, dans des événements au niveau militaire, qui étaient des événements tactiques, et chaque soldat qui tombe, c'est un monde, et on est bien évidemment triste, et on pense aux familles, mais il ne faut pas oublier que c'est justement cette pression disant qu'on ne peut pas se permettre de perdre des soldats au Liban qui, quelque part, a poussé le gouvernement d'Ehud Barak, dans les années 2000, en 2000, de fuir le sud-Liban. Et puis, derrière, on a eu ce monstre qui s'est établi à nos frontières, qui s'est établi sur Methoula, sur la frontière nord d'Israël, le Hezbollah, avec des dizaines de milliers de roquettes et de combattants et de tunnels, et une réelle opportunité de détruire l'État d'Israël. Mais, Donc le rôle des soldats, c'est de protéger, en tout cas bien évidemment à Tsahal, la population civile. Et c'est ce que font nos soldats. Et mais, mais, lorsqu'on va au front, eh mais bien, il y a des complications. Alors effectivement, mais vous parliez du lien entre entre le dossier iranien et le dossier du Sud-Liban, le dossier du Hezbollah. Ce lien, il est incontournable parce que finalement, on est en train de voir ce qui se passe avec les Américains. Si les Américains parviennent à conclure un accord avec l'Iran, bien, cet accord inclura aussi le Hezbollah, ou en tout cas obligera le Hezbollah à cesser le feu, mais permettra au Hezbollah de se renforcer considérablement, comme il s'est renforcé depuis le précédent cessez-le-feu de novembre 2024, comme il s'est renforcé pendant un an en recevant plus d'1 milliard de dollars. À partir du moment où les Iraniens ont de l'argent, eh bien, ils vont en distribuer beaucoup au Hezbollah et finalement, l'État d'Israël sera à nouveau menacé, y compris à l'intérieur de la zone de sécurité.
La menace avec le terrorisme et ces mouvements-là, elle est omniprésente et elle va pas s'arrêter demain. Je pense qu'une des leçons du 7 octobre, c'est de comprendre que les accords, n'importe quel accord qui peut être signé avec ce genre d'organisation, n'est qu'une pause tactique qui est considérée par nos ennemis comme une pause qui leur permet de se réarmer et qui leur permet d'inventer une nouvelle façon d'aller au bout de leur projet, c'est-à-dire d'éradiquer le peuple juif. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on continue à agir au Sud-Liban, on continue à élargir la zone de sécurité au Sud-Liban, et on continue donc la pression sur le gouvernement libanais, parce que c'est bien ça l'angle. Il ne faut pas oublier que le Liban, contrairement à la bande de Gaza, le Liban, c'est trois factions, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des chrétiens, et ils ont une constitution après la guerre civile qui avait eu lieu là-bas qui fait que chacun a sa part dans le gouvernement. Et là, l'idée du cessez-le-feu, c'est de permettre au gouvernement libanais de reprendre la main, si vous voulez, sur les armes dans son territoire et de les enlever Mais il au le fera pas, Hezbollah. Pour l'instant, ça on n'a le pas lieu. sait. On le sait. Mais ce sera l'accord. Quand bien même il y a un accord demain, le Hezbollah resterait en dehors de cet accord et seul Tsahal pourra être garant justement de la non-prolifération et du non-réarmement du Hezbollah, comme on l'a fait entre le premier cessez-le-feu après les Vipérim, vous vous souvenez, et l'ouverture du deuxième volet au Liban. Bon, visiblement, on ne voit pas comment le Hezbollah ou comment le gouvernement libanais pourra désarmer le Hezbollah d'une manière ou d'une autre, y compris après un accord, y compris même avec un accord de non-belligérance avec Israël. Mais je voudrais avoir votre appréciation sur une question clé. Est-ce que la situation actuelle au Liban et, on va dire, la direction que prend Trump de signer un accord avec l'Iran n'handicape pas de plus en plus sérieusement Binyamin Netanyahou, l'actuelle coalition en perspective des élections? Vous savez, ça me rappelle la période d'attente qu'on a vécue avant à Gaza, à chaque fois qu'on était en attente d'un accord et avant une opération majeure, bon, il y a eu Rafah et puis après il y a eu Jabalia, etc. Il y avait effectivement dans les sondages une baisse parce que effectivement, je vous le disais lors de notre dernière interview, il y a deux sujets que le camp national attend de Benjamin Netanyahou. Un, c'est la victoire. Et d'abord et avant tout vis-à-vis du Hamas et ensuite du Hezbollah. Et deux, c'est justement cette loi sur l'enrôlement des Haredim qui ne sera plus votée malgré la volonté de Benjamin Netanyahou de la faire passer suite à la décision des Haredim de ne pas soutenir ce projet de loi, notamment les Haredim les plus, j'allais dire, qui sont censés être les plus faciles avec lesquels on peut traiter, à savoir ce qu'on appelle les Létaïm, les Ashkénazes non chassidiques. Donc, on est dans une situation où effectivement le fait qu'il n'y ait pas un knock-out au Liban blesse pour l'instant Benjamin Netanyahou. Mais j'ai envie d'élargir. Je pense que le fait qu'on soit entre deux volets du grand conflit avec l'Iran, ça blesse aussi Benjamin Netanyahou parce qu'en fait il laisse, j'allais dire, Tsahal sur le qui-vive parce qu'on s'attend à l'issue avec le plus grand ennemi qu'est l'Iran. Et en attendant, à Gaza, on n'avance pas comme on aurait voulu avancer, bien qu'on a quand même, en l'espace de 10 jours, éliminé à 2 reprises le chef d'état-major, le Ramatkal du Hamas, c'est quand même pas mal. Et la même chose au Liban, c'est-à-dire que tous les jours, on va éliminer et éradiquer des terroristes. Mais là, j'aimerais ajouter une phrase. J'ai entendu des membres du cabinet dire il faut faire tomber des tours au Liban. Bon, à Beyrouth. J'ai rien contre le fait de faire tomber des tours dans lesquelles habitent des terroristes. Mais pour affaiblir les terroristes, il faut mieux les tuer eux que faire exploser leur appartement. Et la clé au Sud-Liban, ça doit être de viser de façon systématique partout le Hezbollah, la chaîne d'armement, la construction des armes, les gens qui les portent et les gens qui les financent. Et c'est comme ça que vous affaiblissez Et vous avez les terroristes. vous avez le sentiment que ça n'est pas fait actuellement? Ça n'est pas fait suffisamment et ça n'est pas fait suffisamment, ça n'est pas fait systématiquement, justement. Et c'est là où je vous rejoins sur la limite.
Il y a cette idée de dire que Beyrouth doit être une zone, j'allais dire une zone neutre, une zone qu'on ne peut pas attaquer. Eh bien non. S'il y a quelque chose, comme on le fait aujourd'hui par exemple, comme on l'a fait pendant le cessez-le-feu, tant qu'il y avait encore le point du plan Trump qui était encore d'actualité à Gaza, lorsqu'il y avait une menace imminente, lorsqu'il y avait un terroriste qu'on avait dans notre viseur, eh bien on l'éliminait. Aujourd'hui, le sentiment, c'est qu'on se concentre réellement autour de cette zone de sécurité, on l'élargit et on va pas aller chercher le Hezbollah, on va pas aller éradiquer par exemple les convois qui vont passer par le nord du Liban ou alors ce qui s'organise dans les quartiers chiites de Beyrouth. Donc il y a encore à faire et on est vraiment bloqué. Mais vous savez, le Mhm. Premier ministre disait hier que Churchill disait qu'il n'y a rien de pire que d'être en désaccord avec ses alliés, c'est-à-dire de faire la guerre contre ses alliés, c'est de faire la guerre sans eux. Donc aujourd'hui, effectivement, on a peut-être un conflit sur ce point-là avec les États-Unis, mais on préfère les avoir de notre côté, bien évidemment, dans le conflit qui nous oppose à l'Iran. Et ça a fait ses preuves. Donc par rapport au Liban, eh bien, la stratégie, c'est aussi de savoir quelque part trouver des alternatives. Donc pour l'instant, l'alternative, elle est terrestre, comme je vous l'ai dit. On ajoute des dizaines et des centaines de kilomètres carrés de présence de Tsahal au sud Liban et d'éradication de zones terroristes et d'infrastructures terroristes au sud Liban, sur la zone frontalière. C'est quand même quelque chose d'important. Comme je l'ai Alors, dit, avec le Hamas, on continue notre action. Et je pense que d'ici les élections, ça va se tasser parce que je vous l'ai dit, Benjamin Netanyahu prépare un acte supplémentaire vis-à-vis du Hamas à Gaza parce que c'est avec cela que ça a commencé. Et il sait très bien que s'il veut arriver fort aux élections, il a besoin de montrer quelque chose de très clair sur notre victoire à Gaza. alors, deux questions pour terminer sur le plan politique, sur la proximité des élections. Vous avez aussi le sentiment qu'il y a une forme de frémissement au sein du Likoud, c'est-à-dire qu'on est mécontent de Binyamin Netanyahou. On est, par exemple, certains sont mécontents de son intention de se garder une dizaine de places bien en vue dans la liste électorale du Likoud. Certains même vont même jusqu'à vouloir créer, comme Gilad Ardan, une nouvelle formation de droite qui pourrait ramasser les voix, recueillir les voix des déçus de Binyamin Netanyahou. Tout ça, c'est pas tout à fait positif pour le Premier ministre en perspective des élections. Ah, je vais vous dire, je vais faire. Les deux questions sont en fait différentes parce que le frémissement au sein du Likoud, j'ai envie de dire que c'est le propre d'un parti démocratique. Dans un parti démocratique où les députés sont élus par les membres du parti, eh bien ils ont une légitimité qui n'est pas uniquement le fait d'avoir été choisi par le chef du parti. Donc bien évidemment, ceux qui nous font la leçon sur la démocratie, eh bien c'est Lieberman qui est dictateur dans son parti, c'est Lapid qui est dictateur dans son parti, c'est Eisenkot qui est dictateur dans son parti, c'est Bennett il est tellement dictateur qu'il a dit qu'il allait faire passer les membres de son futur parti au polygraphe. Donc voilà, et je vous parle bien évidemment pas des autres Mais parfois, démocratimes dont Yair Golan. Voilà. Enfin, on va voir ce qui va se passer avec leur. Voilà. mais parfois, Raphaël, lorsque l'on voit certains candidats de la liste électorale du Likoud, on se dit peut-être il vaudrait mieux que ce soit Binyamin Netanyahou qui choisisse Bien l'ensemble sûr, des mais ça c'est le candidats. piège, bien évidemment. Mais ça c'est le grand piège, parce que les un peu plus de 100 000 membres du Likoud, qui est le plus grand parti politique en Israël, eh bien, ils sont intelligents. Et vous allez voir qu'aux prochaines élections, ils vont évincer les députés qui n'ont pas fait leur travail sérieusement, Ou qui n'ont pas qui été se sont suffisamment comportés loyaux. comme des clowns, qui ont blessé la politique du Likoud. Ça, je vous le dis. Benjamin Netanyahu, il n'a pas besoin d'avoir dit place dans, j'allais dire, pour placer ces gens. Il suffit qu'ils disent aux électeurs qui sont les députés qu'il voudrait avoir à ses côtés. Et avec le poids qu'il a au Likoud, eh bien, ça va jouer de façon très forte en la faveur de ces députés. C'est ce que Trump fait. Vous suivez la politique américaine. Il va to endorse, hein, il va aller soutenir telle et telle personne dans les primaires aujourd'hui dans le Parti républicain vis-à-vis des midterms. Et c'est comme ça en général. Et au jour où je vous parle, il est tellement populaire qu'il a 100% de réussite. Donc, je pense que la solution
solution, c'est pas de devenir non démocratique. La solution, c'est justement de jouer avec l'appareil démocratique. Benjamin Netanyahou est très populaire au Likoud. Il peut dire tel et tel et tel député, j'aimerais ne pas les avoir à mes côtés. Après, donner une flexibilité, lui donner la possibilité de placer une partie de la liste de façon, j'allais dire, à étendre aussi son pouvoir en tant que chef de parti, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Mais 10, ça me semble quand même beaucoup. Après, vous me parliez d'Ardennes, et là, c'est intéressant. Parce que je pense que Gilad Arden, si demain il se présente aux élections, aux primaires au Likoud, il va se retrouver comme d'habitude dans les 10 premiers. Il est très populaire. Il a fait aussi un bon job du côté de New York lorsqu'il était notre ambassadeur, bon, d'abord à l'ONU et puis dans une période il était aussi ambassadeur à Washington de facto. Donc la raison pour laquelle ce parti de centre droit est intéressant aujourd'hui, c'est parce que vous voyez que la campagne de la gauche, c'est de dire on est à droite. Bennett il dit moi je suis vraiment le Likoud. Et puis Lapid hier disait mais moi je suis le fils de mon père, j'ai toujours été à droite. Bon bref, tout le monde est tellement à droite qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de gauche en Israël. Donc, d'avoir un parti de centre-droit qui n'est pas identifiable avec Benjamin Netanyahou, ça va sûrement permettre de, j'allais dire, centraliser, cristalliser les positions et les blocs. Et si ce parti ne boycotte pas Benjamin Netanyahou, un peu comme Gideon Sa'ar à l'époque avec son parti, sauf que lui avait boycotté Benjamin Netanyahou, eh bien, on sera plus dans un scénario Carlone, et dans un scénario où vous allez avoir un parti qui va avoir 5, 6, 7 mandats assez facilement, 5 mandats je pense, et ce sera le couronneur de roi des prochaines élections. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler très certainement. Il nous reste encore quelques mois avant les élections. On aura certainement l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, Raphaël Hamzalag, de nous avoir donné votre appréciation de la situation à la fois sécuritaire et politique, en politique intérieure. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.